Est-ce que vous voyez en ligne la page que je dis, ce que je diffuse? Vous pouvez activer votre micro pour que je sois sûr que vous compreniez. Est-ce que vous voyez? Allô? Est-ce que vous voyez ce qui est projeté? Oui, monsieur. OK, parfait. Donc, bien. Alors, l'objectif ici, c'est de vous permettre de commencer très tôt votre travail de thèse de doctorat en médecine. L'objectif derrière étant de vous permettre de soutenir dans la toute première vague, ce qui vous laisse le temps de vaquer à d'autres occupations, ainsi de suite. Oui? Oui, je ne sais pas si la scolarité vous a fait vous a envoyé l'information, mais la première vague maintenant est pour juin 2026. Juin 2026, oui. Nous sommes en août 2025. Donc, normalement, si tout va bien, en janvier 2026, vous devez avoir tout suivi. Mais tout dépend de vous. Si vous allez croiser les bras, parce que, en fait, le travail de thèse se fait par l'étudiant. L'enseignant est là pour l'orienter, pour lui dire, ah, tu as telle difficulté, OK, pour régler ça, en général, il faut faire ceci. Mais l'apprenant aussi doit faire preuve d'innovation. D'accord? Donc, l'objectif de la thèse d'exercice est de vous initier, de vous donner le premier contact au monde de la recherche, de vous initier à la recherche clinique. Parce qu'en tant que docteur en médecine, à vos postes, vous allez identifier des problèmes dans votre hôpital. Et pour régler ces problèmes-là, il ne faut pas faire comme les influenceurs juste parce qu'ils pensent que c'est ça, cela, et puis vous appliquez. Non, vous êtes des sachants. Vous avez la science. Donc, vous devez vous appuyer sur des données scientifiques pour pouvoir prendre des décisions importantes pour faire avancer votre hôpital. Et donc, avant de pouvoir commencer le travail de thèse, je me suis dit qu'il était important que nous puissions nous entendre sur c'est quoi la thèse de doctorat en médecine. Quelles sont les différentes étapes? Les étapes à la soutenance. Si vous vous rendez compte de la taille, de l'ampleur du travail qu'il y a à faire. C'est du gros travail intellectuel que vous allez faire. Et, in fine, vous aurez quand même des aptitudes au-dessus de la normale en termes de recherche scientifique. Pour cela, nous allons suivre le plan que j'ai affiché. Nous allons parler d'abord du choix du sujet et de l'élaboration du projet de thèse, le choix des outils pour la gestion de la bibliographie, la mise en place des modèles pour la rédaction du document de thèse, administrative, la collecte et l'analyse des données scientifiques, la rédaction et la préparation du manuscrit de la thèse, la rédaction, la validation et le dépôt du rapport de thèse, et enfin, la valorisation de la thèse. Personnellement, je n'aime pas encadrer des thèses de doctorat et puis après, bon, on range ça dans les couloirs. Il faut que à la fin de votre sujet de thèse, à la fin de votre travail de thèse, vous puissiez sortir un article scientifique que nous allons publier dans un journal de préférence de renom. Parce que quand vous allez déposer votre CV après, quelque part, dans votre CV, on verra que ah, ce gars, il a publié déjà dans le British Journal of Surgery, qui a un impact factor quand même élevé. Ça vous donne de la cote par rapport à d'autres qui ont fait une étude à propos de 30 cas au service de telle chose, rétrospective, on est parti fouiller, et puis après, on a laissé ça dans un tiroir.
Vous comprenez donc que les sujets de thèse que nous allons choisir ensemble, ça doit être des sujets qui approchent, qui apportent quelque chose de très important à la communauté et donc qui a de la valeur. Nous allons voir tout à l'heure tous les sujets de thèse la liste, elle est longue. Donc vous avez largement le choix. La première partie porte sur le choix du sujet et l'élaboration du projet de thèse. Eh bien, c'est une étape très importante. Il faut sélectionner le domaine de recherche et le sujet spécifique sur lequel vous allez vous pencher. Cette étape est d'une importance capitale et le choix du domaine et du sujet va porter sur certains critères. Soit ça se base sur votre intérêt personnel, donc vous devez choisir de préférence un domaine qui correspond à vos passions parce que cela favorise votre motivation et votre persévérance dans la recherche. Le sujet que vous devez choisir doit avoir une contribution scientifique, c'est-à-dire apporter une nouvelle connaissance ou une solution pertinente dans le domaine choisi. Et le sujet doit être faisable et original. Si vous voulez choisir comme sujet de recherche variation de l'oxygénothérapie sur les astronautes dans les missions spatiales sur la Lune, c'est original, mais ce n'est pas faisable dans notre contexte. D'accord? Donc, ça doit être vraiment adapté, faisable en fonction des moyens qui sont disponibles. Lorsque vous devez lancer votre recherche pour votre thèse, l'une des premières étapes, c'est la recherche bibliographique initiale. Il s'agit d'une revue exhaustive de la littérature qui est une analyse complète des sources qui existent, d'accord, et qui révèle les lacunes et oriente les recherches futures. Donc, quand vous prenez votre sujet, vous devez faire la revue exhaustive de littérature. Nous allons voir comment faire la revue de littérature. Ça, ce n'est que la première formation que nous avons. Nous allons faire une série de formations avant que vous ne commenciez votre thèse. Comment est-ce qu'on fait une revue de littérature? On va voir ça ensemble. D'accord? Vous devez identifier les questions non résolues sur le sujet que vous avez abordé. Par exemple, je ne sais pas, le faible taux de réalisation d'examens anatomopathologiques dans les pays d'Afrique subsaharienne. On n'arrive pas encore à expliquer. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Est-ce que c'est principalement du fait de croyances religieuses? Ça, c'est ce qu'un influenceur va penser. Mais au plan scientifique, quelle est la part des croyances religieuses dans ce comportement de la population? Quand on va déterminer cette part et les facteurs qui influencent cela, on pourra initier des actions en se basant sur les facteurs influençants. Justifier le projet de thèse, c'est une étape qui valide l'importance et la pertinence de votre sujet. Tout cela, c'est pendant la recherche bibliographique que vous recherchez les éléments qui vous permettent de pouvoir justifier le choix que vous avez fait. Une fois que vous avez fait la recherche bibliographique, vous devez rédiger le protocole et le faire valider par votre directeur de thèse. Ouais, là, on n'a pas encore commencé par rédiger notre document de thèse. Hein. La rédaction explique clairement les objectifs que vous poursuivez, la méthodologie que vous allez suivre et le cadre dans lequel le projet de recherche sera mené. Le protocole doit être validé par le directeur de thèse, ok, avant d'être soumis au comité pour avoir les différentes autorisations nécessaires pour lancer votre étude. Pour mener votre travail de thèse, vous avez besoin d'utiliser certains outils. Et avec ma petite expérience, quand j'ai co-dirigé les thèses sous mon patron, parce que en tant qu'assistant,
tu es co-directeur le plus souvent. Toi, tu travailles avec les étudiants, il finit, le patron, à la fin, il lit, il fait des petites corrections et puis c'est manuel. Bon, nous, on n'a pas encore d'assistant. On joue notre propre rôle notre phase. Donc, le gouvernement, je suis de notre côté assez dans cette. J'ai constaté que les étudiants en général, ils commencent par écrire dans tous les sens. Ils ouvrent juste un fichier pour ils commencent par rentrer doucement. Ils rentrent les trucs manuellement, 1, 2, 1, 3. Les références, ils mettent. Quand tu fais une correction, toutes les références changent. Donc, si tu as supprimé la référence 2, automatiquement la référence 3 devient 2. Donc, toutes les références changent sur les 180 pages. Ils finissent par se perdre. Il y a des outils que vous devez utiliser pour pouvoir automatiser ces choses-là. Nous allons apprendre comment faire cela. Et c'est dès le début que vous devez choisir, faire la sélection des logiciels. D'accord? Par exemple, pour la gestion de la bibliographie. Il y a des logiciels qui sont libres, totalement gratuits, que vous devez déjà, dès le début, vous habituer à ça. Nous allons faire un travail, une formation sur, notez les formations que je promets là, sur comment utiliser les outils de gestion bibliographique et comment les intégrer dans votre document. Ces outils permettent une collection efficace des références. Elles permettent une organisation centralisée, d'accord? Et elles permettent la citation de façon automatique. Lorsque vous supprimez la référence 2, automatiquement la référence 3 de l'article est transformée en référence 2. La référence 4 est transformée en référence 3 automatique. Tout se fait de façon automatique. Dans les références bibliographiques, les citations des références bibliographiques, ça s'écrit automatiquement en fonction du style de citation que vous connaissez, vous avez choisi. Quels sont les styles de citation que vous connaissez? Des références bibliographiques. Oui. Le style Harvard, le style d'Harvard. Oui. Nous avons également le style de Vancouver, qui est très utilisé en médecine. Nous utilisons principalement le style de Vancouver. Par exemple, ces outils, lorsque vous avez choisi un style, ça vous donne toutes les références dans ce style Harvard, par exemple. Si par exemple, vous voulez maintenant modifier le style de citation, vous allez juste dans le logiciel, vous cliquez, changer un Harvard ou bien Vancouver et Elsevier, par exemple. Il modifie automatiquement dans le document toutes les références et met ça au style que vous avez soumis. N'oubliez pas que dans la cotation de votre thèse, il y a un point sur la qualité de citation des références bibliographiques. Lorsque le jury analyse les thèses, il y a des notes différentes, il y a différents critères de notation. Les références bibliographiques, si ma mémoire est bonne, c'est noté sur 2, ça prend 2 points sur 20. D'accord? Donc, imaginez vous avez 400 références que vous devez corriger manuellement, c'est l'enfer. Okay. Donc, est-ce que ceux qui sont en ligne suivent? Oui, Vous pouvez professeur. activer votre micro et parler, hein? Vous suivez? Oui, nous suivons, professeur. Oui, OK. professeur. Donc, une fois que vous avez choisi ces logiciels, vous devez intégrer différents outils dans le flux de travail rédactionnel. Cela permet d'optimiser votre rédaction, de réduire les erreurs, d'améliorer votre productivité. Je ne parlerai pas de ChatGPT. Vos différents sourires en disent long. Nous allons apprendre à créer et adapter les modèles de mise en page, comme les templates pour la rédaction. Ça permet une cohérence visuelle de votre document, parce que ces modèles garantissent une uniformité dans le style et le design du manuscrit. Ça vous permet de générer après les tables de matière, les listes des figures, les listes des tableaux de façon automatique. Mais cela suppose que déjà au tout début, vous avez paramétré votre document de façon à ce qu'il puisse vous générer automatiquement cela à la fin ou bien à la demande. D'accord? Protocole que le maître a validé. Vous allez maintenant soumettre aux différents comités pour avoir les autorisations
nécessaires. La première autorisation, c'est l'autorisation du comité éthique. La soumission au comité éthique est obligatoire. Ça vise à protéger les participants et à valider le protocole. Un élément important que je n'ai pas dit, que je vais dire au fur et à mesure, la plupart des sujets de recherche que nous vous proposons font partie, ce sont des données qui sont déjà collectées dans le cadre de Global Search que je dirige au Bénin et dans le cadre d'études qui ont été faites à l'échelle mondiale. Nous avons la possibilité d'avoir accès à ces bases de données-là. Et donc, la plupart des sujets que je vais vous proposer, les données sont déjà collectées. Les comités, les approbations éthiques ont déjà été obtenues. D'accord? Pour ces études-là. Maintenant, pour pouvoir travailler sur cette base de données, bon, a priori, vous devriez faire l'exercice de pouvoir soumettre au comité éthique. Mais nous avons déjà l'autorisation éthique pour la plupart. Pour quelques-uns, pas demander. Le patron qui a validé en général assure le tri pour que ça ne souffre pas de gros problèmes, de grandes insuffisances. Et donc, cette étape-là, vous n'aurez pas de souci a priori pour l'obtention du comité des autorisations éthiques. Ensuite, vous aurez besoin des autorisations institutionnelles et réglementaires. Vous devez avoir l'autorisation du chef de service, l'autorisation de l'hôpital pour accéder au dossier. Tout ça, ce sont des demandes, ce sont des procédures que vous allez faire. Mais dans le cadre ici, les données sont déjà disponibles. Donc, vous n'aurez plus besoin d'aller dans les différents services du Bénin pour déposer les dossiers. Les données sont là. Donc, vous devez savoir que si vous faites une autre recherche, il faut ces différentes autorisations avant d'avancer. Une fois que vous avez les autorisations, vous allez collecter vos données. Collecte et analyse des données scientifiques. Pour cela, vous devez suivre une méthodologie spécifique. La méthode de recherche, c'est l'un des critères principaux qui permet de juger de la qualité, de la validité, de la qualité de votre travail et de la validité des résultats que vous allez trouver. Si vous avez une mauvaise méthode, on jette même le document de thèse. On ne lit plus la suite. Donc, la méthode, c'est un élément très important. On a différents types de méthodes de recherche. Vous avez sûrement fait le cours en troisième année de médecine. C'est en cinquième année maintenant. Ah, donc, c'est frais dans la tête. Donc, c'est frais dans la tête. Donc, dans la méthode, il y a plusieurs parties, dont les critères d'inclusion, d'accord, l'outil de collecte, la méthode, la technique de collecte, ainsi de suite. Cette méthode va vous permettre de collecter les données. Cette collecte doit être systématique. La collecte de données doit suivre un protocole clair et organisé pour assurer la cohérence. Les données doivent être fiables, d'accord? Et la technique de collecte doit être conforme au protocole que vous avez soumis. Une fois que vous avez les données, vous allez les traiter. C'est l'analyse statistique. L'analyse statistique est souvent le point faible des étudiants. On a normalement à partir du 30 août, la première semaine de septembre, on a un séminaire de 5 jours sur l'analyse des données pratique. D'accord? On a un expert qui va venir de l'université d'Amiens qui va animer. C'est dans le cadre du diplôme universitaire de méthodologie de la recherche clinique que nous menons. Il y a 4 séminaires par an. D'accord? Diplôme interuniversitaire dans l'université d'Amiens qui donne ce diplôme-là. Le coordonnateur de ce diplôme, nous avons négocié pour que la plupart des pays francophones puissent suivre en ligne. D'accord?
On a déjà fait les 3 premiers séminaires de cette année-ci. Le 4e séminaire de cette année-ci, c'est pour la première semaine de septembre. Donc, je l'ai invité pour qu'il puisse mener la formation depuis ici. Et tous les autres pays vont suivre en ligne via Zoom. Donc, vous aurez la chance d'avoir le professeur Duo qui sera là. Les ordinateurs sont là. Vous pouvez vous entraîner à traiter les données. Sachant que nous avons notre data manager qui est ici, qui va vous aider également dans le traitement des données. C'est là, c'est l'une des contributions de Global Search, parce que nous supportons la recherche qui est faite par nos différents nos étudiants, nos collaborateurs. Nous avons obtenu que le data manager puisse consacrer des heures de travail pour vous permettre de traiter les données. Ça vous permet d'économiser ce que vous payez aux statisticiens. Maintenant, on a également la possibilité de faire traiter les données directement à l'université de Birmingham sur la base de données mondiale. Mais pour cela, il faut qu'on envoie le plan d'analyse statistique. C'est-à-dire, quand nous avons choisi notre sujet de recherche, on veut avoir accès aux données au niveau mondial. On ne peut pas avoir accès comme ça. Il y a le Data Monitoring Committee, un comité de gestion des données, qui exige que, le directeur pays, c'est-à-dire moi, qui je porte le projet, et qu'on soumette un dossier au Data Monitoring Committee. Ce dossier doit spécifier qu'est-ce qu'on veut faire avec les données, de quelles données on a besoin et le plan d'analyse statistique. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Mettez qu'on va parcourir, on va apprendre aussi ce qu'on appelle le plan d'analyse statistique. C'est ce que vous faites comme analyse statistique pour les thèses. Vous devez décrire l'âge, la répartition de l'âge en fonction du sexe. Ou bien, ensuite, quelle est la fréquence d'utilisation des apprenants. Ensuite, quel est le taux, est-ce que le sexe influe sur le taux de complication. Donc, vous allez faire un tableau croisé sexe et complications en gros. C'est tout ce qu'on entend par plan d'analyse statistique. Ça, vous devez faire un document pour dire, OK, pour telle variable, je veux telle chose, telle variable, telle chose, telle variable, telle chose. Voici le tableau que je vais faire. Remplissez-moi ça. Et eux, ils vous envoient les données comme ça, avec les résultats. Ça, c'est pour la base de données à laquelle nous, on n'a pas accès libre. On doit justifier. Les données ne sortent pas comme ça. Ce qui fait que vous pouvez faire des travaux vraiment révolutionnaires en faisant des travaux de thèse sur des données qui concernent l'Afrique subsaharienne, pas seulement le Bénin. Vous pouvez faire aussi des travaux de thèse à l'échelle planétaire. Ça dépend. C'est vous qui voyez. D'accord? Mais je me dis, si on fait déjà des trucs qui concernent l'Afrique subsaharienne, c'est déjà bon pour nous. Et c'est ça qui nous intéresse, principalement. On peut faire également des choses qui concernent le Bénin. C'est aussi bon. Mais je ne veux pas faire des choses qui concernent seulement le CNHU. Un seul hôpital, c'est une perte de temps. D'accord? C'est une perte d'énergie. OK? Voilà. Donc, l'analyse statistique. Vous devez faire le plan, tout le monde doit faire le plan d'analyse statistique. Ça vous permet d'avoir déjà votre document de thèse, le squelette. Vous avez déjà le tableau, page 20, tableau, page 16. Vous avez déjà le tableau qui est là. Vous attendez juste les résultats, vous remplissez dedans et puis vous avez fini cette partie de votre travail. Donc, les résultats, ça doit être interprété, d'accord? Vous devez pouvoir choisir les tests statistiques appropriés. On va faire les différents tests statistiques. Test de T2, test de Fisher, comparaison des moyennes. Non? Donc, il faut qu'on ait une séance sur la description des différents tests statistiques. Statistiques descriptives, statistiques analytiques, analyse univariée, analyse multivariée, la régression logistique. Tout ça, vous allez faire ça pendant le séminaire. Il va vous montrer tout. On verra ensemble tout, sur des données réelles. Il va vous donner, si vous-même vous avez des données
si vous n'avez pas de données, on a des bases de données qui vous donnent, et puis on vous montre comment sortir sur tes données, comment sortir la moyenne, comment sortir le pourcentage, comment faire un tel liquide, comment faire ceci. Donc, c'est une formation que vous devez forcément suivre. Je vous conseille vivement de la suivre. Si vous avez besoin de demande d'autorisation pendant le stage, on vous fasse cela, il n'y a pas de souci. On va vous faire une lettre d'invitation pour venir suivre le séminaire. Vous allez déposer. Si cette base vous faites une demande à votre chef service que vous voulez suivre le séminaire, vous la recherche, il va vous autoriser. Mais en contrepartie, il va vous dire de rembourser après. Bon, toujours. Vous investissez pour demain. C'est ça, non? Voilà. Une fois que vous avez votre plan d'analyse statistique, que vous avez vos résultats, que vous avez le tableau, vous rédigez maintenant le manuscrit. Mais en fait, la rédaction du manuscrit se fait en parallèle. Parce que pour pouvoir justifier votre travail de thèse, vous devez faire la revue bibliographique. Cette revue bibliographique va vous permettre de poser la problématique, d'accord, et de rédiger vos généralités. D'accord? Une fois que vous avez posé votre hypothèse, vous avez identifié la méthode adaptée pour pouvoir vérifier cette hypothèse-là. Donc, vous rédigez le cadre de la méthode d'étude. Et après, les résultats, les tableaux sont là et attendent juste qu'on nous envoie les résultats. Dès qu'on les envoie, vous remplissez, copier-coller dans les tableaux et vous interprétez. L'une des parties difficiles et le plus souvent squelettique, malheureusement, c'est la discussion. La partie discussion, le plus souvent, les étudiants ont des difficultés à rédiger la discussion. Mais en fait, il y a des façons de faciliter cette discussion-là. C'est que pendant que vous êtes en train de faire votre revue bibliographique, d'accord, vous avez déjà votre squelette pour la discussion. Vous avez déjà des sous-chapitres, discussion de l'âge, discussion du sexe, discussion de ceci. Et quand vous lisez un article pendant la revue bibliographique, ils ont dit que l'âge est souvent, il s'agit souvent des gens qui sont très âgés, de tel âge, supérieur à 60 ans par exemple. J'ai une partie discussion, âge dans ma discussion. Ok, vous venez dans votre document, à partir là-haut, dans le sous-chapitre âge de la discussion, vous dites d'après tel auteur, la plupart des gens sont supérieurs à tel âge. Et vous insérez la référence bibliographique là, et vous attendez pour retourner dans votre revue bibliographique. Quand vous trouvez des informations qui peuvent être utilisées dans la discussion, vous revenez dans la partie discussion, vous créez cette partie-là et vous dites, d'après tel auteur, tel phénomène se manifeste, tel chose, et vous mettez la référence. Avec Zotero ou bien les outils de gestion bibliographique, dès que vous mettez la référence, ça rentre directement dans la liste des références et ça s'actualise. Ce qui fait que quand vous avez fini de faire vos résultats, la discussion est maintenant plus facile. Par exemple, pour l'âge, vous allez insérer peut-être 6 ou 7 auteurs différents qui ont parlé sur l'âge. Donc maintenant, vous avez l'embarras du choix. OK, moi j'ai trouvé telle chose. OK, il y a tel auteur qui va compte. Dans les 6 là, je vais prendre peut-être le numéro 1 et puis le numéro 4. Et le reste, bon, je peux supprimer. Et quand vous allez associer plusieurs sous-chapitres comme ça, après vous avez une longue discussion et une discussion efficace. Une discussion qui impacte. D'accord? C'est une astuce que les gens utilisent souvent. Il y a aussi deux façons de faire la discussion. Vous pouvez faire une discussion non structurée ou une discussion plus structurée. Une discussion non structurée, c'est que vous parlez juste. D'accord? C'est tout un grand chapitre avec des paragraphes. La discussion plus structurée, c'est la discussion dont je viens de parler, discussion de l'âge, discussion du sexe, discussion de la fréquence, discussion de ceci. Donc, il y a des sous-chapitres dans lesquels vous allez remplir après. Et la discussion doit porter, dans un premier temps, vous allez discuter la validité des résultats que vous avez trouvés sur la base de la méthodologie et des biais possibles de votre méthode d'étude. Et comment est-ce que vous avez géré ces biais-là, d'accord, dans votre méthode pour que les résultats que vous allez discuter maintenant soient valables. Après avoir discuté de la méthodologie,
discuter maintenant des différents résultats. Ça, on pourra voir ça au fur et à mesure parce que tout le monde va progresser en parallèle. OK? Ensuite, il y a la partie référence, la structure générale. Nous avons l'introduction, la problématique, la généralité, le cadre, la méthode, les résultats, la discussion, la conclusion, les suggestions, les références, les annexes et la table des matières. La rédaction des différentes parties peut se faire de façon parallèle. D'accord? Une fois que vous avez rédigé et toujours en parallèle, le travail doit être relu par votre maître de façon progressive. N'attendez pas d'avoir fini toute je sais pas, les résultats avant de venir faire voir le travail par le maître. Parce que si vous venez et que on constate que déjà dans la méthodologie, il y avait un gros biais, automatiquement vous allez tout reprendre. D'accord? D'où nous aurons des réunions régulières. Je verrai dans mon programme, puisque là, je serai au Chypre, je ne maîtrise pas encore à 100% mon programme. Je vais choisir un jour toutes les 2 semaines où nous allons nous voir de façon régulière. D'accord? Pour que chacun puisse faire le point et qu'on puisse corriger, faire les remarques, ainsi de suite. Il est important qu'on se voit ensemble parce que quand tu fais une remarque à l'un, l'autre automatiquement fait moi, mais j'avais fait la même erreur. Il prend ça en compte en même temps. Ça fait qu'on capitalise en même temps. La question de l'un peut éclairer déjà les questions de l'autre. Ça permet d'avancer plus rapidement. Donc, le manuscrit doit être relu avec soin pour identifier et corriger toutes les erreurs potentielles, pour améliorer la qualité, la clarté du texte et valider le document. Je peux vous dire que le gros travail est fait par vous. D'accord? Une fois que le document est validé, vous allez rédiger le rapport de thèse. Ça, c'est un exemple. En 2000, c'est le professeur Loriton qui était le directeur. Je ne sais plus qui était l'étudiant, c'est le commandant, docteur commandant des actuellement. Il est chirurgien actuellement. Donc, voilà un peu comment se présentent les rapports de thèse chez nous. D'accord? Le professeur a fait les différentes corrections et après, il a corrigé, il a ramené. Donc, rôle central du directeur. Le directeur de thèse valide le contenu scientifique pour garantir la rigueur académique qui est essentielle. Il contrôle la forme, il s'assure ainsi de la qualité formelle et de la présentation avant la soumission finale de la thèse. Il s'assure du respect des standards académiques. Le directeur veille à ce que la thèse respecte les exigences et standards de l'université. Il faut dire que pour le moment, la FSS n'a pas de standard. Donc, personnellement, je me base sur la note des services de l'université de Parakou qui précise les différents standards pour les thèses. Nous allons le voir après. Une fois que vous avez déposé, vous devez, vous avez le directeur a validé le rapport de thèse, vous devez déposer ce rapport de thèse. Dans les délais, bon, nous, on sera très en avance, donc il n'y a pas de souci. Mais si la première vague est prévue, ils doivent donner également des délais pour déposer. Il faut respecter les délais. D'accord? Donc, une fois que les délais seront publiés, en fonction de cela, nous devons déjà nous entendre pour faire le calendrier d'évolution de tout un chacun. D'accord? Une fois que la thèse est déposée, il faut la soutenir devant le jury. La soutenance de la thèse se prépare. C'est un PowerPoint que vous allez faire. Ce PowerPoint, vous allez le présenter à votre maître de thèse. Il va corriger. Vous allez représenter, insérer les corrections. Représenter, il va corriger. Vous allez voir, on va vous donner les astuces pour rester dans les 15 minutes et dire l'essentiel de votre texte. Parce que ça aussi, c'est noté. L'objectif ici étant d'avoir les plus gros scores pour les textes. Parce qu'on espère
on va créer un prix de la meilleure thèse. Global Search va financer ça, le prix de la meilleure thèse. Et je serais content que ce soit une thèse de Global Search qui gagne ça. Parce que ce sera des comités d'évaluation totalement indépendants. On peut faire des professeurs de parcours, pour évaluer les thèses. La qualité certifiée. D'accord? Donc, la présentation aussi, on en tient compte. Comment vous devez vous tenir, comment faire les diapositives, tout ça, on le verra le moment venu. D'accord? C'est un autre travail à faire. Donc, les supports visuels doivent être adaptés, ainsi de suite. Une fois que nous avons validé, maintenant, nous allons soutenir. Vous devez soutenir votre thèse devant un jury qui est composé le plus souvent d'un professeur. Ce sont le plus souvent des professeurs de rang magistraux, au moins le professeur agrégé. Le plus ancien est président du jury et les autres se disposent autour de lui. Donc, l'étape de soutenance, c'est une étape qui vous permet de valoriser votre travail. Et cette soutenance est destinée à l'assistance qui vient suivre votre travail de thèse. Le plus souvent, moi, je demande aux candidats de résumer en une phrase, d'expliquer aux ceux qui sont venus le voir, de l'expliquer ce qu'il a fait. C'est pour eux qu'il a travaillé. Donc, vous devez vous préparer. Si quelqu'un parle du tamari, il va choisir votre tamari à l'avance. D'accord? Donc, la soutenance comprend l'exposé oral, les questions du jury, les échanges et la délibération. Cette préparation doit se faire avec d'être prêt à défendre ses choix avec rigueur et calme pour réussir la soutenance. Alors, pour pouvoir choisir ses choix, le plus souvent, pendant que vous êtes, pour pouvoir préparer cette partie-là, pendant que vous êtes en train de préparer votre thèse, il y a souvent des questions comme ça qui ne sont pas claires, d'accord, qui vous reviennent comme ça. Vous devez avoir un petit fichier là, où il y a telle question là, comment je peux l'expliquer? Vous en discutez avec votre maître de thèse et vous trouvez une solution, une explication judicieuse. D'accord? Votre maître aussi peut vous poser des questions. Les questions qu'on vous pose là, notez ça quelque part. Parce que les questions, si votre travail a suscité une question de la part de votre maître, ça peut susciter la même question de la part des autres membres du jury. Donc, vous devez vous préparer. Parce que c'est vous qui êtes l'expert sur cette question-là en ce moment-là. Même votre maître n'est pas aussi expert que vous sur cette question en ce moment. D'accord? Vous faites une thèse de doctorat sur le sujet. Vous devez être imbattable sur le sujet. Tous les aspects, vous devez pouvoir expliquer, trouver la justification. Je le redis, même votre maître de thèse n'est pas aussi expert que vous sur le sujet-là, de thèse que vous avez choisi. Il est là pour vous guider. Ah, c'est comme ceci, et si on faisait comme ceci, et si on faisait comme cela, ainsi de suite. Voilà, ça, c'est pas bon parce que, ainsi de suite. C'est vous qui construisez votre expertise. Donc, vous devez vous préparer pour ces différences. Une fois que la thèse est soutenue, il faut qu'on la publie. La publication et la diffusion. Alors, si ce sont des thèmes qui sont principalement issus de la grande base de données de Global Search, nous, on peut faire le lobbying pour qu'on puisse financer la publication dans un journal. D'accord? Trouver le financement pour publier dans un bon journal. Parce que publier dans des journaux, parfois, vous pouvez, c'est pas gratuit. C'est une arnaque, mais bon, on est obligé. Parce que la revue va vous demander de payer pour publier. Ça peut aller jusqu'à $5,000 pour publier un article. Ensuite, vous devez signer d'accepter de transférer tous les droits de propriété à la revue. C'est-à-dire que vous n'avez plus aucune propriété, ce n'est plus votre propriété. Ça appartient à la revue. C'est comme ça. Vous payez pour qu'ils puissent être propriétaires de votre travail. C'est comme ça. Même le bénin médical, on paye. Ce n'est pas gratuit. On paye, mais on n'a plus le droit. Vous n'avez plus le droit. Vous pouvez publier sous licence open access. Là, vous
publiez, mais vous rendez accessible l'article à toute personne de façon gratuite. D'accord? Donc, si ce n'est pas open access, c'est que l'article est là. Vous pouvez avoir le titre. Mais pour que quelqu'un lise, il doit payer le journal encore. Il doit payer de l'argent au journal. Donc, c'est ça la vraie vie du monde scientifique. Et vous, vous imaginez que nous, on n'a pas de financement lié. C'est de ton salaire que tu prends pour publier. Donc, vous comprenez que bon, même le professeur, on a une prime annuelle qui est 10% du salaire mensuel. Donc, prime de publication annuelle, c'est 10% du salaire. On nous paye ça en juin. Donc, 10% du salaire annuel. 10% du salaire annuel. Mais si je vous dis qu'il faut 5 000 $ pour publier dans un gros journal, ça bouffe déjà de loin. C'est 2 ou 3 fois déjà ton salaire. Donc, du coup, vous comprenez pourquoi parfois même, professeurs, on est obligé de publier dans les journaux qui ne sont pas très réputés. Parce qu'il n'a pas d'argent. Chez eux, en Europe, ce n'est pas le chercheur qui paye. C'est son université qui paye. C'est son hôpital qui paye. En France, il y a des hôpitaux, il y a des... Mais on n'est pas dans le même système, on n'a pas les mêmes trucs. Donc, du coup, c'est difficile de nous comparer. Donc, quand un enseignant d'ici arrive à publier dans le Lancet, il faut le féliciter parce que c'est lourd. C'est lourd. Et moi, mon objectif, c'est que vous puissiez avoir des articles qu'on puisse publier dans des gros journaux comme ça. Parce que on peut faire le lobbying pour que, déjà au niveau de Global Search, on puisse payer directement les frais de publication. D'accord? Mais pour ça, il faut qu'on choisisse des thèmes qui impactent à l'échelle africaine, peut-être. Il y a des thèmes vraiment très, très originaux. Très originaux, très impactants. OK? Donc, vous voyez donc que le processus est long. Il faut une planification rigoureuse. C'est une planification qui est détaillée et qui est essentielle pour structurer efficacement votre recherche. Vous devez suivre une méthodologie rigoureuse parce que c'est ça qui garantit la validité des résultats que vous allez trouver. Et vous devez avoir un style soigné pour votre rédaction. Il y a des thèses, quand tu les prends, chaque paragraphe, tu trouves 2 fautes. Moi, ça m'est déjà arrivé de corriger des thèses. Première page, 10 fautes dessus. Deuxième page, 10 fautes encore. Troisième page, j'appelle l'étudiant, je lui dis, bon, va corriger les fautes. Et tu reviens. L'étudiant revient. Première page, tu trouves encore 4 fautes. Parce qu'à un moment, ça devient difficile. Si tu dois être là, lire, corriger les fautes, le directeur de test n'est pas là pour corriger les fautes. Il dit ça pas un professeur de français. Lui, il lit, il vous corrige les fautes. Il vous corrige, il vous corrige. Et après, vous imprimez, vous en faites. D'accord? Maintenant, pour embêter les étudiants, ce que je fais, bon, j'ai corrigé. Pas ici. On était arrivé à pas je t'ai dit d'aller corriger. Tu as rappelé. À 11e page, je trouve encore 2 fautes sur les deuxièmes. Je dis, pas encore corriger, tu imprimes, tu rames. Quand tu fais ça 2 ou 3 fois, avant de te ramener ça, il lit bien. Parce qu'in fine, après, quand tu compares, parfois tu compares les trucs, tu vois que l'étudiant n'a pas corrigé ce que vous avez dit précédemment. Il t'a ramené la même. Le même travail. Ça ne fait pas sérieux. Et ça vous ralentit ça vous ralentit vous deux. Donc, il faut que vous soyez vraiment investi dans votre travail. Et vous avez du temps. Bon, a priori, on a 12 mois. Bon, on a dit 9 mois. juin 2026. Donc, on a 9 mois. Donc, on va commencer assez vite. Voilà, donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui? Merci professeur pour la présentation. Il faut parler fort pour que ceux qui sont en famille entendent. Ok, d'accord. Merci professeur. Oui?
disais, je vous remercie. Je pense qu'au fur et à mesure de la présentation, certaines préoccupations que certains de mes collègues avaient ont été déjà prises en compte, mais la préoccupation qui est revenue majoritairement avant le début de la séance, c'était de savoir est-ce que certains d'entre nous ou la plupart d'entre nous auront à faire des voyages réguliers sur Porto Novo, vu que vous êtes le chef service. Non, on n'aura pas de voyage régulier sur Porto Novo. La plupart du temps, nous allons faire les réunions ici. D'accord? Et si je ne maîtrise pas encore comment les choses se passent au Chic, peut-être qu'on va faire des réunions là-bas. On verra. Mais ce sera des réunions regroupées. D'accord? Préférentiellement ici ou au Chic. Et ceux qui ne sont pas là physiquement peuvent joindre en ligne. Mais c'est beaucoup plus facile de travailler en physique. D'autres questions? Pas de questions? Oui? Oui, je vais vous le donner. Je vais partager le document. Vous aurez également l'enregistrement en ligne. Il n'y a pas de souci. D'autres questions? Oui, j'ai Oui? une question. Pour le... Ah, OK. Monsieur Mumba, vous avez la parole. Bonsoir. Cassière, vous pouvez parler. On ne vous entend pas. Écrivez dans le chat, on va lire. Écrivez dans le chat, on va lire. D'accord? Écrivez dans le chat, nous allons lire. Oui, en attendant. oui, donc ma question c'était par rapport, c'était de savoir lorsqu'on aura fini la plupart des séances de formation, lorsqu'on sera réellement dans l'immersion même du travail de thèse, en termes d'outils informatiques, est-ce qu'il sera nécessaire, voire obligatoire d'avoir un ordinateur portable ou alors avec les nouvelles technologies que vous nous avez présentées, une tablette ou les PC nouvelle génération là, seront déjà suffisants? Quel que soit l'outil que vous choisissez, l'important c'est que ça vous permet d'avancer. Si vous estimez qu'avec votre iPad, vous vous en sortez, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est qu'on ait un document Word dans lequel vous écrivez au fur et à mesure le, le nécessaire pour que le document soit accessible. D'accord? Oui. Il y a des gens qui travaillent sur leur téléphone portable. Bon, je trouve que c'est difficile, mais bon, chacun avec ses aptitudes. Voilà. D'autres questions? OK. Oui. Monsieur Mumba, écrivez dans le chat votre question. On va voir. On va lire après. Ah, OK. OK. Je suis avec un collègue ici. Nous aimerions savoir si nous pouvons commencer le travail dans le mois d'octobre, puisque actuellement nous sommes en stage de zone et ça finit. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. On va déjà parcourir les travaux, la liste des thèmes que je vous propose et en fonction de ça, vous allez déjà choisir. Mais avant octobre, on aura plusieurs séances de formation. D'accord? Et ces séances de formation vous permettent de préparer les différents supports, de vous préparer, de vous immerger vraiment dans cette dynamique de thèse-là. Les séances que nous aurons, on peut les avoir en physique, en présentiel. Comme ça, on fait les démonstrations sur vos PC. Et puis, je pense que c'est plus facile. Bien, ceux qui ne sont pas là peuvent nous joindre à distance. D'accord? Mais le mieux, c'est qu'on puisse se retrouver tous ensemble. D'accord? OK. Seront diffusés en ligne. Oui, bon, ça sera diffusé en ligne. Bien, alors,
Alors, voici la note de service relative. Je vais partager l'écran, tout l'écran. Juste de... Vous voyez mon écran? Vous pouvez baisser la main. Monsieur Mouba. La note de service portant régime des thèses de doctorat à la faculté de Parakou. Alors, de l'encadrement. Bon, ils ont mis qui doit encadrer les thèses, ainsi de suite. Ça ne nous concerne pas. De la présentation du document. Ça, c'est important. Je vais agrandir pour que vous puissiez voir. Alors, les caractéristiques formelles de la thèse sont le corps du test, Arial, taille de police 12, interne 1,5. Mais je vais vous passer cette note de service-là. Si je ne le fais pas, rappelez-moi. On va créer un groupe WhatsApp pour qu'on puisse passer les informations. Tu crées ça? Un groupe WhatsApp et tu insères tout le monde. Donc, ainsi de suite. Donc, déjà, le premier jour, notre fichier Word, on va le paramétrer comme ça. Comme ça, tout ce que vous allez faire dedans va suivre la même. La thèse est segmentée suivant l'ordre et les volumes ci-après. Résumé en français et en anglais de la thèse. Le test, introduction, objectif, méthode, résultat, conclusion, 250 à 300 mots pour le résumé. Et les mots-clés, 5 mots-clés. Je vais vous montrer des résumés après. Vous verrez à quoi ça ressemble. Ce n'est pas sorcier. Et ça vient compte tenu de votre thèse. Les généralités, c'est 10 à 15 pages maximum. L'introduction, c'est moins de 5 pages. Il doit faire contexte et justification. Les objectifs, c'est une page. La population et la méthode d'étude, c'est moins de 20 pages. Résultat, 20 à 30 pages. D'accord? Il sera admis par page un seul tableau, une seule figure et un seul graphique ou un seul graphique. La discussion, c'est de 10 à 15 pages. Écrit 10 pages de discussion, 15 pages de discussion, c'est qu'il faut mieux, il faut bien se préparer. Sinon, le plus souvent, la discussion, les gens sont fatigués, on ne sait plus quoi dire. Pour faire un travail de discussion, c'est que vous avez une idée totale de votre thèse et une très bonne idée de la revue de littérature. C'est pour ça qu'il faut la préparer pendant que vous écrivez votre thèse. Conclusion et suggestion, 3 pages, référence bibliographique, minimum 40, maximum 80. Il faut privilégier les références de moins de 10 ans. Moins de 10 ans. Ça ne doit pas être ancien de plus de 10 ans. Donc, nous allons faire un travail sur comment faire la recherche bibliographique. Les annexes, moins de 10 pages. Toutes les thèses sont à imprimer sur un format type. Bon, ça ne nous concerne pas. La soutenance, principalement ce qui était le plus important pour moi, c'est ça. Et il y a un élément, le plagiat. Il y a des outils en ligne, le e-plagiat. Vous devez insérer votre test dedans et vérifier que vous n'avez pas de plagiat. Si ça dépasse 20% de plagiat, la thèse est rejetée, que ce soit à Cotonou ou à truc là, c'est rejeté. Soumettre votre test dans le logiciel de vérification de plagiat. Si ça vous dit qu'il y a tel nombre de plagiat, on sait comment vous devez retravailler cela pour diminuer le taux de plagiat. Le moment venu, on le dira. Mais pour déjà diminuer le taux de plagiat, c'est que dans votre travail, pendant que vous écrivez, si vous lisez un article où on dit le gars a utilisé telle phrase, ne faites pas copier-coller 100% de la phrase. Reformulez cette phrase en gardant la même idée. Là, ça fait 0 plagiat pour cet article, par exemple. Mais si vous faites copier-coller, ça fait 100% de plagiat. Le logiciel va détecter que c'est 100% de plagiat pour cette partie. Donc déjà, à la source, diminuer le taux de plagiat.